Amis culturels, bonjour et merci de votre fidélité. Les talents enfouis, un ouvrage du docteur Pérez Malia. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Pérez Malia, donc vous arrivez sur le plateau de Culture avec les talents enfouis, un ouvrage, il faut dire, qui a bénéficié de la préface du ministre Gilbert Mokoki. Exactement. Voilà, qui nous fait une très belle introduction, n'est-ce pas, de cet ouvrage où vous parlez des talents enfouis, mais des aptitudes de chacun de nous, n'est-ce pas, des capacités de chacun de nous, sinon il faut dire des potentialités qui résident en chacun de nous et dont chacun de nous a cette possibilité, n'est-ce pas, oui, finalement d'éclore, tout comme également un jour de les éteindre. Et c'est bien triste, n'est-ce pas, lorsqu'on en arrive là. Exactement. Les talents enfouis, cette œuvre, j'ai pris pratiquement 5 ans pour l'écrire. Oui. Le temps que j'étais en train d'écrire ce livre, j'étais encore étudiant, vous voyez. À l'époque, j'étais dans une chambre avec un ami, un petit frère, qui m'intéresse pour lui faire des textes de slam. Il me dit, mais grand frère, je veux que tu me rédiges des textes. Je lui ai dit, mais moi, je fais de la médecine, je ne peux pas m'hasarder sur un terrain que je ne connais pas. Il me dit, non, mais tu peux bien le faire. Et j'ai essayé, finalement, ça a donné, lorsqu'il va, il remporte un prix. Et c'est comme ça que lorsqu'il revient vers moi, je réalise qu'en dehors de la médecine, je pouvais faire autre chose. Vous avez cette possibilité, cette potentialité, n'est-ce pas? Oui. Ces aptitudes à pondre des textes, oui, qui soient finalement acceptables. Il faut dire des textes digestifs. Voilà. Et donc acceptables par tous. C'est ça. Et puis j'ai commencé à réfléchir sur autre chose aussi. Je me suis dit, mais en dehors de la littérature, est-ce que l'homme, il ne possède pas d'autres capacités ou talents qu'il a enfouis en lui? Et c'est cette idée-là qui revenait à tout moment dans ma tête, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à écrire les talents enfouis. Voilà. Donc il faut dire que vous avez expérimenté personnellement cette dimension de ces talents qui étaient en vous-même, oui, et finalement révélés par quelqu'un qui a eu à frapper à votre porte, sinon qui a sollicité votre concours pour l'exercice du slam. Exactement. Et aujourd'hui, vous pensez que cela n'est pas seulement pour Pérez Malia, mais c'est autant pour le nombre d'humains qui existent sur Terre. Oui, lorsque j'ai commencé à parler des talents enfouis ou à réfléchir sur les talents enfouis, j'ai vu beaucoup de dimensions. J'ai vu l'être humain, oui, l'homme. En lui-même, il a des potentialités ou des dons qu'il a en lui. Simplement, il a peut-être enfoui par ignorance, par l'indifférence des gens qui l'entourent ou bien par l'incompétence qui l'anime peut-être pour pouvoir mettre en exergue ce talent. Ça, c'est une dimension. Oui. L'autre dimension, c'est envers l'entourage qui peut remarquer que celui-là a un talent, mais l'entourage se montre indifférent vis-à-vis de talents qu'il voit en train de s'exprimer. Et puis, je ne me suis pas arrêté là. J'ai vu aussi les structures. Vous voyez, le talent, ce n'est pas seulement l'individu, ce n'est pas seulement celui-là que vous avez en face de vous. Le talent, c'est aussi tout ce qui nous entoure aussi. Vous voyez, nous sommes sur une terre, nous avons un sol, nous avons la forêt qui nous entoure. Tout ça, ça constitue des potentialités que nous pouvons exploiter pour aller de l'avant, pour générer de l'économie. Et puis, je ne me suis pas arrêté là, j'ai vu aussi d'autres domaines aussi de la vie, certaines structures comme l'armée. J'ai vu que dans l'armée, il y a des talents. Le militaire en lui-même constitue un talent, mais au sein de l'armée aussi, vous avez beaucoup d'autres services qui peuvent être exploités pour que ça fasse propulser les choses. Voilà. Que ça génère des choses, voilà, que finalement, que chacun ait un métier en réalité, voilà, et parallèlement exercer autre chose. Parce que après, vous établissez également, il faut dire ce parallélisme, c'est-à-dire que lorsqu'on a déjà un métier, on peut toutefois estimer qu'on peut également entreprendre autre chose qui peut venir, n'est-ce pas, comme qui dirait, en appui au premier métier ou à la première préoccupation. Et même là, vous faites des projections, vous parlez même pendant, n'est-ce pas, lors de la retraite, il adviendra certainement que finalement, cette activité qui n'est que secondaire, devienne primaire parce qu'on en aura une pleine. Exactement, monsieur le journaliste. Vous voyez, vous pouvez avoir un métier principal que vous exercez, comme moi je suis médecin. Mais en dehors d'être médecin, comme j'ai dit, par rapport aux jeunes chez qui j'ai donné des textes, j'ai réalisé que j'avais un autre talent. Donc ici, vous voyez que
en dehors de ce que nous faisons de façon principale, nous avons autre chose que nous pouvons faire aussi. Voilà pourquoi j'ai parlé d'avoir plus d'un métier. On peut être médecin, mais un jour aussi, on peut être un pêcheur, et puis peut-être maçon aussi, et puis cela peut nous aider en tant que fonctionnaire. On peut faire ça pendant les jours de détente, et puis pourquoi pas pendant qu'on sera en retraite. Et vous faites ces projections. Pour cela, j'ai même parlé de l'armée parce que je me dis que les gens qui sont dans l'armée, il y a de ceux-là qui sont fantassiens, ils ont des métiers dans l'armée, mais il y a d'autres qui sont là, bon, simplement parce qu'ils doivent être là pour sécuriser. Mais ceux-là aussi, ils doivent chercher des métiers sur lesquels ils doivent s'appuyer pour approfondir et générer. Et là également, vous faites un clin d'œil un peu au génie civil dans l'armée. Voilà. Et tout comme également aux autres, puisqu'aujourd'hui, il faut dire aussi dans l'armée, il y a, n'est-ce pas, il y a cette cellule également d'apprentissage, n'est-ce pas, au métier qui ouvre, n'est-ce pas, des portes au métier. Voilà, vous voyez que même les travaux de génie civil constituent aussi une potentialité. Ça constitue du génie, ça constitue du talent que nous pouvons exploiter. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, c'était dans notre pays, la Guinée. Oui. Il y a eu nos militaires, nos forces armées, les médecins militaires qui sont allés là-bas lors d'une fête de l'indépendance pour rendre service là-bas. Vous voyez que c'est des potentialités. Ils sont allés rendre service, mais lorsqu'ils sont revenus au pays, certainement que le pays qui les a reçus a dû certainement peut-être les récompenser. Mais je me suis dit, mais si ces gens-là, ces médecins-là militaires, avec le peu qu'ils ont, avec les peu de potentialités qu'ils ont, ils peuvent aller rendre service. Mais si on peut améliorer ces potentialités-là pour étendre cela, pas seulement aux pays voisins, mais pourquoi pas à l'ensemble de la sous-région. Et cela pourra générer de l'économie pour notre nation. Et ça constitue un talent que nous pourrions développer. Et ce n'est pas que la médecine militaire, il y a aussi l'agriculture, comme vous l'avez dit, il y a aussi les travaux d'élevage, il y a la maçonnerie, il y a plein d'autres travaux. Vous voyez qu'au sein de l'armée, il y a des génies et puis il y a des talents que nous pouvons exploiter. Voilà. Alors, et quelque part, vous le mentionnez, un don est un cadeau sacré qu'il faut exploiter pour servir et se servir. Là également, vous partez de ce parlant de don, vous faites allusion à ces talents enfouis. Voilà. Ici, le don représente la potentialité, comme je l'ai dit. Ça représente le don aussi. Ça représente aussi la richesse que nous avons. Mais qu'est-ce qu'on a fait de richesses que nous avons en nous? Ces richesses-là, nous devrions les développer pour nous-mêmes d'abord. Ça nous sert, et puis ça peut servir aussi à notre environnement. Ça peut servir à notre pays, ça peut servir à la sous-région, pourquoi pas à notre continent. Voilà. D'entrée de jeu, vous posez un problème d'orientation. Et vous estimez qu'à un niveau, n'est-ce pas, de la vie, on est mal orienté. Et vous prenez, n'est-ce pas, à ce stade, les parents, qui sont les premiers finalement, les géniteurs, qui sont les premiers à donner cette éducation, et qui, des fois, il arrive qu'ils orientent mal les enfants, et finalement, à ce niveau, il faut dire que l'on transgresse finalement les talents qui sont enfouis en ces enfants-là. Voilà. Ici, je suis en train de parler des obstacles ou des choses qui font à ce que les talents soient enterrés. Parce que, en fin de compte, il faudra déterrer les talents. Tout ce que nous disons là, les potentialités, les dons que nous avons. Il faut donner nous devons créer des conditions d'éclore, en fait. Voilà. Mais il arrive, parce que c'est déjà à la maison que nous observons cela. Lorsque l'enfant a une orientation, mais vous voyez le parent réfléchir autrement par rapport aux vœux de l'enfant. Et finalement, le parent se retrouve parfois déçu et l'enfant est désorienté parce que simplement, le parent n'a pas su observer l'enfant et puis se rendre compte de ce que l'enfant voulait pour pouvoir l'accompagner dans son chemin. Et en le faisant, il est en train d'enfouir un talent. Peut-être que l'enfant était appelé à être un grand footballeur, mais vous voulez à tout prix à ce qu'il soit un médecin. Et il sera peut-être un mauvais médecin, sans passion. Mais si vous le laissez ressortir ce qui est enfoui en lui par rapport à son orientation, je pense qu'il le fera avec beaucoup plus de passion. Et c'est cela que ça profitera à tout le monde. Voilà. Et il y a un problème d'orientation de la part des parents. Et c'est un conseil que je suis en train de porter. Oui. Et justement, tenant compte de ces conseils, là, il faut dire que là, vous faites même allusion à certains parents qui pensent qu'ils ont raté certains rêves
et que leurs enfants devraient poursuivre, sinon créer des conditions finalement de poursuivre les rêves ratés par les parents. Oui, ça arrive aussi à certains parents qui ont raté certaines opportunités. Ils se disent que bon, comme moi j'ai raté cette opportunité, certainement que mon enfant pourra suivre les mêmes pas pour qu'il devienne ce que... Peu importe ses aptitudes, voilà. On pense que l'on peut forcer. Voilà, c'est ça en fait. Alors que ce n'est pas ça. On doit laisser à l'enfant... Et du coup, on désoriente. On désoriente l'enfant et puis on enfouit le talent. Voilà. Vous ne vous limitez pas au niveau, n'est-ce pas, de la cellule familiale. Et vous, n'est-ce pas, vous remontez cela jusqu'au niveau de la formation estudiantine, la formation universitaire, également les affectations, donc l'orientation universitaire. Oui, prenons le cas de l'orientation universitaire. Lorsque nous avons des bacheliers qui arrivent à l'université, vous avez tendance à réaliser que tout le monde a tendance à aller vers un seul domaine, alors que les gens se reconnaissent au fond d'eux qu'ils ne peuvent pas, par exemple, réaliser tel domaine, mais puisque tout le monde va là-bas, puisque le marché de l'emploi fait la publicité de ce domaine-là, c'est tout le monde maintenant qui veut aller vers ce domaine-là, alors que chacun se reconnaît peut-être ailleurs. Vous voyez que là, automatiquement, ça désoriente tous les jeunes qui arrivent. Et nous avons beaucoup de choses à faire, nous avons beaucoup de talents, nous pouvons les exploiter ailleurs sans forcément se rendre là où il y a une foule de gens. Et vous pensez quelque part que c'est l'un des facteurs finalement qui milite pour la fuite des cerveaux? Oui, dans notre environnement. Sur la fuite des cerveaux, j'ai parlé de cela parce que nous avons des talents, mais qui s'envolent aussi. Ça, c'est une façon aussi d'enfouir un talent, ou d'enfouir des talents. Vous avez un personnage qui a des potentialités, on pouvait bien le garder ici pour faire développer notre pays, mais s'il ne se retrouve pas, finalement, il va s'envoler. Mais c'est nous qui sommes responsables parce que là, on a enfoui un talent et il se retrouve ailleurs. Voilà. Père Ismaïla, je vais vous inviter à la lecture d'un extrait. Il faut dire un premier extrait. Vous allez prendre comme ça votre ouvrage. Vous choisissez un extrait, tout au hasard, certainement. Et voilà, vous nous donnez lecture de cet extrait. Je vais prendre un extrait, c'est à la page 15. Page 15. Oui. C'est cela. C'est cela. Voilà. Je vais lire... Il faut même dire c'est le texte d'ouverture. Voilà. Après la préface du ministre Gilbert Mokoto. Voilà. 2 paragraphes pour essayer d'expliquer tout ce qu'on a dit et puis de commenter un peu. Ces quelques mots constituent l'énoncé de la description de cette œuvre, celle-là qui devient une réalité lorsque le lecteur l'a déjà palpée, comme le réalisera la majorité. Ce livre s'inspire de l'observation d'un vécu quotidien, agrémenté de multiples expériences habituelles, blanches comme noires, vécues de jour comme de nuit, des autres et parfois des miennes. Le concept talent enfoui décrit toute potentialité négligée ou encore enterrée par des obstacles de diverses natures, dans n'importe quel domaine de la vie pour des raisons plus ou moins fantaisistes. Oui. Voilà. Vous voyez que tout ce que nous avons dit ici. Donc, ici, le talent peut concerner l'individu lui-même, tout ce qu'il a en lui comme potentialité, qu'il a soit négligé, ou bien il est conscient, mais il n'a pas eu un accompagnement adéquat pour pouvoir manifester son talent. Ça, c'est l'être humain. Mais il y a aussi certains personnages aussi que nous avons dans notre pays qui constituent aussi des talents. Tel que je suis en face de vous, vous pouvez être un talent, un modèle. Je peux m'inspirer de vous. Mais si je vous néglige, je suis en train d'enfouir un talent. Vous voyez que le talent, ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement ce qui est à l'intérieur de moi, mais ça peut être aussi une autre personne aussi. Que je pourrais profiter de lui. Mais si je le néglige, alors j'ai enfoui un talent. Je suis allé à côté d'une chose. Comme j'ai parlé de l'environnement, l'entourage, la forêt que nous avons, que nous devrions exploiter, que nous ne mettons pas beaucoup d'accent pour exploiter, alors que ce sont des potentialités qui devraient nous faire vivre. Vous voyez un peu. Nous parlons aujourd'hui des ressources qu'on pouvait exploiter. Notre sol ici qui regorge beaucoup de potentialités. Nous devrions les exploiter. C'est des talents, c'est des dons que nous avons avec nous. C'est des dons que nous avons reçus de la part du divin, mais que nous avons négligés. D'accord.
Et c'est pour des raisons plus ou moins fantaisistes, comme j'ai dit, peut-être l'indifférence, c'est peut-être l'ignorance, c'est peut-être le manque d'attention, le manque d'accompagnement, il y a tout ça qui font à ce que les talents soient enfouis. Et il faut dire que donc c'est beaucoup de textes, il faut dire c'est une compilation de textes relativement courts, ok, qui se diversifient selon les thématiques. Mais pour chaque texte, vous avez opté une démarche qui est celle de la thèse, antithèse et synthèse. Il faut dire pour chaque texte. Alors, quelle a été la motivation pour Pérez Malia? Merci beaucoup. J'ai voulu être un peu plus ouvert. Comme je l'ai dit quelque part, que ce livre ne s'adresse pas à un individu, ça s'adresse à tout le monde. Ça ne tient pas compte d'une catégorie de gens. Donc j'ai voulu que tout le monde se retrouve dans les talents enfouis, peu importe sa confession religieuse, son sexe, son âge, que tout le monde se retrouve. Voilà pourquoi j'ai pensé aborder tous les aspects, thèse, antithèse, et puis pourquoi pas donner une conclusion pour que tout le monde se retrouve. Si je parlais peut-être d'une thèse, peut-être certains seraient peut-être d'accord de ma thèse. Et à un moment, on se demande de quel côté se trouve alors l'auteur, puisque en même temps qu'il nous développe, n'est-ce pas, des éléments de thèse, on développe autant pour, n'est-ce pas, l'antithèse. Voilà. Je l'ai dit dans l'ouvrage que le livre Les talents enfouis constitue un restaurant où chacun se sert à sa manière. Donc chacun trouve ce qui lui est nécessaire par rapport à son estomac de volonté. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu prendre une position. Oui. Voilà. Alors qu'on aimerait bien quand même à un moment avoir la position de l'auteur. Oui, mais en lisant bien... Après ces exposés, ces différents exposés, on aimerait quand même à un moment se dire que Pérez Malia, au niveau de la balance, n'est-ce pas, prend plus de la gauche, sinon prend un peu plus... mais vous voulez être totalement au centre. Et donc, il y a une espèce de neutralité que vous voulez créer, alors qu'on aimerait bien quand même à un moment avoir cette position. C'est vrai sur certains sujets, mais sur d'autres, vous allez réaliser que j'ai été beaucoup plus tranchant. Oui. J'ai pris une position. Lorsque vous lisez, par exemple, le titre cible, là, je suis en train de parler de la méthode, comment réaliser les travaux, la modernisation, l'industrialisation, qu'est-ce qui devrait précéder l'autre. J'ai donné mon point de vue là-dessus. Ok. Voilà. Et vous parlez également du maître, vous parlez de l'apprentissage, vous parlez du mentor. Et à un moment, finalement, on se dit, qu'est-ce qui se passe? À quoi a été-il confronté notre cher Pérez Malia? Si j'ai parlé du maître, du mentor, je suis dans la même pensée. Oui. Que si, souvent, les talents sont enfouis, c'est parce que, soit les maîtres sont indisponibles, soit parce que nous n'avons pas tenu compte de ce que les maîtres nous ont dit. Et le maître a une place très considérable dans la démarche de tout un chacun. Et aussi, la formation. Si on n'est pas bien formé, on peut enfouir aussi son talent. On peut avoir le talent, mais si on n'est pas bien encadré, si on ne prend pas conscience de ce qu'on a, toutes les étapes qu'il faut pour améliorer son talent, je pense que là, on pourra aussi l'enfouir. Voilà. Et en fait, vous ne réclamez pas totalement la soumission au maître, mais vous demandez quand même au maître qu'à un moment, lorsque l'apprenant atteint sa maturité, il faut savoir le libérer, il faut savoir lui donner la voie également d'aller construire. Voilà, j'ai parlé de ça. Vous allez réaliser que tout au long du livre, je suis en train de parler du problème qui se passe et les causes. Bien sûr. Oui. Voilà. Oui. Lorsque je parle des maîtres, c'est en fait une exhortation. Je suis en train de montrer aux maîtres. Exhortation à la formation. Voilà. Regardez, lorsque vous réalisez qu'un talent devient mûr, il faut le laisser s'éclore. Il ne faut pas l'inhiber. Alors que d'aucuns pensent qu'il y a trahison. Voilà. Et vous mentionnez que ce n'est pas une trahison. Parfois, il n'y a pas eu tentative de trahison. Ouh, voilà. Oui. Alors finalement, à quel moment il faut se décider de donner la voix à l'apprenant pour dire, ben voilà, vous avez atteint l'objectif, vous avez atteint la maturité et que... Là, je suis en train d'exhorter à la bonne volonté. Si celui qui encadre réalise que celui-là atteint la maturité, il faut le laisser partir. Il faut le laisser s'exprimer. Sinon pas, vous allez... Et ça se passe partout, hein, vous le mentionnez, dans les églises, dans les entreprises. Partout, oui. Et partout, il y a ce problème. Partout. Il faut dire que vous êtes un fin observateur de la société. Est-ce que c'est la médecine, c'est du fait de la médecine ou c'est du fait
d'autres choses? Quels en sont il faut dire un peu les... Bon, je ne sais pas, peut-être que c'est une personnalité, mais oui. Ce qui est vrai, je suis un grand observateur. Ah oui. Voilà. Merci. Alors, Pérez Malia, un deuxième extrait pour nous permettre de... Le deuxième extrait, oui. C'est sur la page 167. 167. Oui. Voilà. Là aussi, je reviens sur ce que nous sommes en train de dire. Je lis une note. L'absence de mentor, le manque de soutien, le manque de volonté, le manque de formation, d'une vision claire ainsi que la mauvaise orientation constituent entre autres plusieurs facteurs qui enfouissent les talents. À cette liste non exhaustive, on peut aussi ajouter le manque de respect, le non-respect des principes du domaine dans lequel on souhaite s'investir, le leadership anticipé qui empêche notre épanouissement au bon moment, l'amour égoïste des gens qui ne veulent pas nous voir sortir et nous épanouir. Vous voyez que là, je suis revenu. Mais ici, comme j'ai dit, je parle des faits, des causes, mais aussi, il faut proposer aussi les solutions. Et les solutions, c'est ça. Il faut intégrer toutes ces notions pour que les talents soient finalement déterrés. Oui. Sinon, nous allons continuer à enfouir les talents. Oui. Je disais d'entrée de jeu que finalement, cette expérience, il faut dire que la commission de cet ouvrage vous a permis, n'est-ce pas, de découvrir en soi, de découvrir en vous-même cette capacité que vous avez finalement à réaliser des productions de cette espèce. Partagez-nous votre expérience de l'écriture. Par rapport à l'écriture, je vous dirais que je suis un enfant de Dieu, je crois en Dieu. J'ai commencé par lire pendant que j'étais encore enfant et j'ai été encouragé dans cette voie-là de la lecture. Et finalement, je me retrouve à l'université et l'expérience que j'ai partagée avec vous, avec le petit, qui m'exhorte de faire des textes de slam. Et finalement, je me suis dit que je pouvais aussi apporter quelque chose, je pouvais dire quelque chose. Et en tant qu'intellectuel aussi, comme je l'ai dit quelque part, que c'est une irrédivabilité intellectuelle de pouvoir donner le peu qu'on pense à l'ensemble. Qu'on puisse partager avec, que je partage avec son environnement. Mon environnement. Oui. C'est en fait ce devoir de mémoire. En fait. D'accord. Voilà. Alors, je vois auto-édition. Et lorsqu'on parle d'auto-édition, ça sous-entend aussi les difficultés qu'on a dû rencontrer pour atteindre une vraie maison d'édition. Oui, les difficultés, je les ai rencontrées. Rassurez-vous que lorsqu'on veut réaliser toute œuvre, il y a toujours une difficulté. Et sur mon chemin, j'ai rencontré des difficultés. Déjà, lorsque j'ai pensé aux talents enfouis, je me suis dit que je devrais écrire sur les talents enfouis. Mais il y avait aussi une difficulté là. Comment aborder? Je n'ai jamais écrit, mais comment accoucher sur un papier? Vous cherchez le déclencheur. Voilà. Ça a été une difficulté. Et après avoir écrit les talents enfouis, je devrais l'éditer. Je devrais d'abord le montrer à plus d'une personne. Lorsque je le montre à certains de mes amis, ils apprécient. Mais lorsque je vais vers certaines maisons d'édition, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de contraintes. Ça a été également une difficulté que j'ai rencontrée. Il fallait payer, il fallait prendre la charge, tout ça. À l'époque, j'étais encore étudiant, bon, sans moyens. Ça a été une difficulté pour moi. Maintenant, lorsque j'arrive à Brazzaville, finalement, je prends l'engagement de faire une auto-édition, de réaliser une édition par moi-même. Une édition par moi-même. Mais il fallait avoir les moyens aussi. Vous voyez que dans notre pays, ce n'est pas toujours évident d'avoir toute la facilité. Même pour préfacer le livre, pour trouver quelqu'un qui devrait... La préfacer, là, voilà. On voit déjà la préface de Gilbert Moukouki, ministre de la Santé et de la Population. Voilà. Et alors, comment vous avez réussi finalement à décrocher cette préface? Il a été la troisième personne chez qui j'ai soumis le livre. Lui, il a pris quand même le temps de feuilleter le livre. Mais les deux autres m'ont dit, non, donne-nous le livre, on va le lire et puis on va... Ils n'ont jamais lu. Voilà. Ils n'ont jamais lu. Mais lorsque j'ai été en face du ministre, que je salue, il a feuilleté le livre, il a vu seulement, il a regardé seulement 3 pages du livre. Il me dit non,
ramène-moi le livre, je veux le préfacer, il est profond, il me concerne aussi le livre. D'accord. Et c'est comme ça qu'avec lui... Oui, pour la préface, il faut dire un texte préfaciel mais une très belle introduction, n'est-ce pas? Merci. Finalement, à tout cet environnement que vous essayez de balayer, n'est-ce pas? Que vous essayez de balayer avec le regard d'un fin observateur que vous êtes, et vous nous présentez là, comme je disais, une compilation des textes qui vont finalement, qui nous font découvrir ces talents, mais également l'apprentissage, il faut dire, tous les obstacles que l'on rencontre dans la vie, et vous exhortez, n'est-ce pas? Vous nous exhortez à aller au bout, à savoir transcender finalement toutes les difficultés que l'on peut rencontrer lorsqu'on suit, n'est-ce pas, une trajectoire, lorsqu'on suit, n'est-ce pas, un parcours donné, puisque vous dites même que finalement il faut se contenter des résultats, des fruits, n'est-ce pas, qui en résultent, qui en découlent, et non voir finalement ces difficultés. Et j'insiste là-dessus. Oui. Nous devons vraiment travailler pour nos talents, les éclore pour que ça serve à l'humanité. Voilà. Et je suis très tranchant là-dessus. Ben merci, Pérez Malia. Nous sommes là donc au terme de notre entretien. Alors, puisque nous avons dit que c'était notre édition, comment se passe la distribution? Où est-ce qu'on peut trouver finalement? Est-ce que l'ouvrage est disponible? Où il faut voir quelqu'un? Est-ce que vous avez réussi à placer quand même l'ouvrage dans... Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le livre s'est placé dans 3 endroits. Nous avons réussi à placer le livre au Casino. Donc, ceux qui nous suivent peuvent... Donc, à la FNAC. À la FNAC, voilà. La librairie du Casino. Également, la librairie des Dépêches de Brazzaville. Les Manguiers. Les Manguiers, voilà. Et également... vous voyez, si vous quittez l'église Sainte-Anne, vous allez vers la librairie de l'Indépendance. Là également, voilà, vous trouvez le livre. Merci beaucoup. Ou carrément, ils peuvent aussi contacter l'auteur si ils en ont besoin. Ils peuvent également me contacter pour des orientations. Ben voilà. Les talents enfouis, un ouvrage qui nous arrive avec Pérez Malia. Pérez Malia, merci beaucoup, n'est-ce pas? Pour ce partage, il faut dire que nous sommes là dans le partage, savoir partager ce qu'on a en soi, savoir partager ce que l'on croit finalement détenir, c'est, n'est-ce pas, une très bonne attitude. Et nous saluons finalement cet ouvrage. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cultura. Merci beaucoup, monsieur. Et bon vent finalement pour ce nouveau cheminement, n'est-ce pas, que vous venez d'entamer. Merci beaucoup. Amis culturels, par ces mots, nous vous disons merci une fois de plus. En tout cas, nous vous souhaitons un très bon week-end dans vos familles respectives et nous prenons date pour samedi prochain, 14h30. Merci, à bientôt.